Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons causer un petit peu de HPI. Donc moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour vous faire partager ma passion. Donc, HPI ou haut potentiel intellectuel, je crois que c'est ça la signification. Oui, c'est la série qui est actuellement diffusée, qui est en production sur TF1, qui en est à sa saison 4 il me semble. Il me semble que la saison 4 est en tournage. Moi je fais cette vidéo parce que la saison 3, bien je viens de la finir. Donc je suis dans le courant de l'actualité. Alors, je ne vous ferai pas l'insulte de vous faire croire que HPI est le summum de la qualité française. Par contre, elle a quelques qualités qui font que je comprends le charme qu'elle peut avoir et je comprends la hype qu'il y a autour de cette série. Pour vous expliquer un petit peu le concept de HPI, HPI, c'est avant tout l'histoire de Morgane Alvaro, 38 ans, qui élève seule 3 enfants de 2 ex-conjoints. Elle doit gérer sa vie familiale dans des conditions difficiles, mais elle a un haut potentiel intellectuel, HPI donc. Elle déclare 162 QI par exemple. Elle va voir son destin de femme de ménage chamboulé lorsque ses capacités hors normes sont repérées par la police de Lille, qui lui propose un poste de consultante. Seulement, Morgane a un problème avec l'autorité. Et HPI, c'est le terme médical, et dans la série, c'est légèrement vulgarisé. Et bien légèrement parce que je crois que c'est ça qui pose problème, quoi. Oui, dans la série, c'est simplement pour expliquer pourquoi elle est suractive tout le temps, mais elle est tout le temps à 100 à l'heure, alors que les autres sont plutôt rythme normal. Enfin, c'est comme ça qu'on le conçoit. C'est tout le temps en décalage par rapport aux autres. Ce qu'on comprend bien, c'est que le charme de la série, son aspect humoristique, ça vient de la dissonance entre Morgan Alvaro et les personnages autour d'elle. C'est dans le sens où Morgan Alvaro, elle a un regard tout le temps curieux, mais avec nonchalance. Elle s'attache à des détails que personne ne voit, parce que trop engoncée dans des protocoles, dans des procédures à suivre, ce qui fait que bah, la police qui est à ses côtés ne perçoit pas les détails les plus anodins qui pourront en fait n'ont aucune importance, alors que elle par contre, qui vient plutôt de la rue, je dirais, bah, du quotidien, elle a un regard extérieur qui lui permet de s'attacher à des détails à la con. Genre la marque de cigarette, genre le nombre de verres, genre le nombre de taches qu'il peut y avoir sur un vêtement, genre la marque d'un vêtement par exemple, faire le rapprochement entre la marque et le nom du magasin qui est à côté, enfin ce genre de détails, normalement c'est culture générale, mais ce genre de détails-là, en fait, la police se retrouve incapable de correctement les analyser. C'est que pour moi perso, je la rapprocherais non pas de Sherlock Holmes, malgré ce souci du détail qui caractérise le détective, mais plutôt à Patrick Jane du Mentaliste. Je crois qu'on est un peu plus dans ce même, dans cette même mouvance, je dirais. Et à partir de là, je reconnais que le côté policier, ça arrive vraiment au second plan. C'est ce qui peut irriter autant que séduire. Oui, parce que la structure des épisodes, c'est quand même ça. Pendant une bonne moitié de l'épisode, on voit donc l'enquête, les inspecteurs qui galèrent dans l'enquête, enquête qui se voit débloquée par Morgan Alvaro, qui réussit à repérer l'indice qui débloque toute l'affaire. Du coup, elle se retrouve un petit peu comme Patrick Jane dans Mentalist, être l'élément qui apporte la plus-value à l'unité. L'élément incontournable, l'élément central. Et l'autre partie de l'épisode, c'est consacré à ses problèmes personnels, problèmes familiaux. Oui, parce qu'elle élève seule donc 3 gamins, et elle a des difficultés à genre à payer son loyer. Enfin, vraiment, je vous ferai pas l'historique parce que c'est un gros brouillon à ce niveau, c'est vraiment le bordel. C'est ce qui apporte un petit peu le charme du truc. Alors moi, cette scène-là, ça a tendance à me rebuter parce que les personnages sont tellement caricaturaux, mais en même temps, je crois que dans la vraie vie, il y en a un ou deux qui existent pour de vrai. C'est ce qui différencie HPI d'une série américaine, genre New York Unité Spéciale par exemple, où là, les problèmes personnels des personnages, bah, c'est vraiment la portion congrue, quoi. Ça se limite juste à deux trois scènes. Il me semble que Olivia Benson, dans New York Unité Spéciale, les rapports qu'elle a avec son gosse, là, se limite juste à 2 scènes, une intro et 2 conclusions. Ça se limite à ça. Alors que dans HPI, c'est la moitié de l'épisode hein, qui est pris. Oui, parce que si je veux être fair play en analysant saison par saison, la saison 1, c'est vraiment la plus brouillonne. C'est la saison où on installe le postulat, où on présente les personnages, où on présente tout le contexte, on met en place la situation. C'est celle qui démontre, c'est celle qui explique au spectateur qu'est-ce qu'il est en droit d'attendre en fait. Il attend une série policière dans la même veine que les New York, les spéciales. Enfin, en France, ce serait plutôt Engrenage et PJ, je crois. Bah là, ils en sont pour leurs frais, parce que c'est pas du tout une série dans ce genre-là. Là, c'est vraiment une série plutôt humoristique avec des enquêtes policières. Donc là, donc la saison 1 installe le contrat entre le public et la série.
C'est typique, hein, c'est une construction bateau. Et à partir de la saison 2, on commence à voir émerger deux trois têtes par-ci par-là. Je pense à Gilles Vendreau, incarné par Bruno Sanchez, par exemple, qui s'installe tranquillou dans son personnage de flic un peu maladroit. J'ai un big up pour lui sur la saison 3, par exemple, il est totalement irrésistible. J'aime bien aussi la capitaine chef de la police, qui ne sait plus trop se mettre, qui essaye de défendre Morgan sans l'enfoncer, alors que bah, Morgan fait tourner en bourrique tout le service à elle toute seule. Et pour finir la saison 3, sans trop en dire, sans trop spoiler, parce que c'est justement ça le souci que j'ai, c'est que cette saison 3 là, l'air de rien, c'est la plus intéressante dans le sens où d'un côté, les enquêtes de police sont plus complexes que prévu, alors que dans la première saison, c'était vraiment des prétextes pour mettre en scène Morgan qui débarque, qui résout l'affaire juste en regardant, bon, vous voyez le miroir là, il y a la tâche de vin là, elle fait le rapprochement, bon d'accord, on sait qui est le coupable, c'est bon, en 5 minutes c'était fait. Et après, c'était les scénaristes galéraient pour essayer d'atteindre les 45 minutes d'épisode. Là, dans la 3, par contre, je crois que c'est bien équilibré en fait à ce sujet-là, entre l'enquête de police qui, vraiment, là, patine un petit peu, même Morgane en fait a du mal à trouver des trucs. Et de l'autre côté, bah, les problèmes qu'elle a au niveau personnel, qui réussissent à bien nourrir l'enquête policière. Sans trop en dire, sans trop en dire. Et bien sûr, c'est plaisir de retrouver des visages connus, parce que, alors, le Bruno Sanchez, je crois qu'il s'appelle comme ça, l'acteur. Le Bruno, l'acteur s'appelle Bruno Sanchez, Gilles Verdreau dans la série. Et du coup, en fait, durant les 2 premières saisons, je me suis demandé, mais attends, mais cette tête me dit quelque chose. Attends, je l'ai vu où? Dans Engrenage, dans Mafiosa? Non, dans une série comique, il a joué dans Camelot. Et le mec, bingo, j'ai trouvé d'où il vient. C'est l'un des membres du duo Christian et Liliane dans le quotidien. Là, je dois vous avouer que cette vidéo-là, je suis un petit peu surpris de la faire parce que, bah, simplement, les séries françaises de base, c'est pas ma cave. Vraiment, vraiment, je suis élevé à la trilogie de samedi, simplement depuis, je dirais, 10-15 ans. Bah, au moment où il y a Canal+, qui a commencé à sortir cette série policière, Engrenage, Mafiosa. Et je crois qu'il y avait deux trucs aussi, je crois qu'il y avait Les Revenants. Enfin, j'ai pas vu ça par contre. Mais voilà, via Canal+, on a eu des fictions françaises qui permettaient de casser un petit peu certains clichés du la fiction française. En France, on sait pas faire. Bah, la preuve que si. Et là, en ce moment, j'ai en train de me faire avocat et associé, que j'ai trouvé quelque part. Et bah, moi, je m'habitue aux phrasés français, lentement mais sûrement. Je m'habitue à. Ça m'étonne plus de voir des acteurs dans des situations genre enquête policière ou dans des situations comiques. Ça me hérisse plus le poil comme avant. Vous aurez compris, HPI en fait, c'est une série entièrement portée sur le dynamisme, sur le charisme de l'actrice. Enfin, moi, j'ai un petit peu de mal avec Audrey Fleurot. Je dois l'avouer, même si j'adore la série. Ça a son charme et ses inconvénients. Elle a un côté, je dirais, au premier abord, plouc, mais sans être vulgaire. Je dirais qu'elle me fait penser à ZZ dans Le Planète une ordure au premier abord, mais plus on la connaît et plus on la trouve attachante. Je suis un petit peu voilà entre deux eaux. Elle réussit à trouver un juste équilibre entre le côté plouc et le côté toujours attachante. Et c'est pas donné à tout le monde. Alors moi, Audrey Fleurot, je la connais depuis. Elle a fait Camelot, elle faisait à Dan Lac et elle fait aussi dans Engrenage une avocate vraiment pourrie, mais vraiment genre arriviste au dernier degré. Et en faisant des recherches sur qui a créé HPI, parce que je me demandais s'ils s'accrochent vraiment, c'est que, à mon avis, quelqu'un dans l'ombre, au niveau de la technique, au niveau de créateur, au niveau des showrunners, enfin, ça se dit pas comme ça en France, mais bon, bah, il doit y avoir quelqu'un qui débarque dans ses eaux, un petit peu comme Asti dans Camelot. Et en fait, donc, grosse surprise, la plupart ont tous bossé en série française, mais courantes, je dirais. Mais je veux dire qui ont l'habitude des scènes de TF1. Il y en a une qui a bossé sur Joséphine Ange Gardien, il y en a une autre qui a bossé sur Demain nous appartient, je crois que c'est ça. Bah, du coup, il doit y avoir eu un truc de alignement de planètes qui s'est effectué sur ce projet-là et qui a fait que, bon, bah voilà, l'alchimie, en fait, a lieu. On la voit prendre forme. Et d'ailleurs, pour Demain nous appartient, ça me faisait marrer parce que donc Demain nous appartient, c'est une de ces séries feuilletons avec des commandes de saison de 250 épisodes. 250, hein. 250. On n'est plus au format Grey's Anatomy ou l'américaine, même Desperate Housewives, avec des commandes de 22 ou 25. Parce que là, ce big up aux personnes youtubeurs qui lâchent des saisons, lâchent des séries au bout du troisième épisode ou du quatrième épisode sous prétexte que bah, ça sert à rien, il se passe rien. Bah, là, on en est à 250 épisodes. Bon, bonjour, bon courage les scénaristes pour réussir à
remplir la commande. Bah là, de 250 épisodes sur Demain nous appartient, la scénariste a dû faire une commande à 8 épisodes. Et moi, j'observe un phénomène contraire à ce que je dénonce en général avec les commandes de 8 à 10 épisodes. Vous vous doutez bien qu'avec une commande de 260 épisodes, les scénaristes doivent faire preuve de leur soit fil rouge en tant que facilité scénaristique, soit totalement redondant pour parvenir au bout de leur commande. Là, avec 8 épisodes seulement, bah, les scénaristes peuvent se permettre de purger cette facette de leur histoire sans perdre de vue l'intérêt principal. Elles ne s'éparpillent pas et focus sur l'intérêt du truc. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se moquer des séries dans le genre La vie est belle ou Demain nous appartient, parce qu'on peut avoir de bonnes surprises après. Donc voilà, c'était donc ma chronique sur la saison 3 de HPI, donc vous l'aurez compris, moi j'accroche à ça. Je dis pas que c'est une série qui est géniale, loin s'en faut, elle a beaucoup de défauts, d'autres techniques par exemple. Là, soit on est habitué aux séries françaises, donc on accroche vraiment façon normale, soit ça nous rebute. Et là, je peux comprendre que voilà, le côté fake du commissariat, le côté phrasé français, moi, ça ne me pose plus de problème. Mais je peux comprendre que le côté phrasé, le côté trop articulé euh, des dialogues, qui est typiquement français, parce on ne retrouve pas ça dans les séries américaines. Genre, Urgence par exemple, quand on regarde en VO, le phrasé des acteurs, c'est. On sent qu'il y a beaucoup d'improvisation. J'ai l'impression qu'en France, on n'aime pas trop improviser. J'ai l'impression que on aime bien respecter le texte, mais à la virgule près, ce qui fait que ça sonne faux. Voilà, il y a un sentiment de feel good qui transparaît tout au long des épisodes. Donc c'est pour ça que moi, je la conseille pas mal. Alors c'est le haut du panier, hein. C'est pas la série du siècle, qu'on comprenne bien. C'est ce que j'ai dit au début d'ailleurs. Mais c'est voilà, ça ne mange pas de pain. C'est si vous vous emmerdez voilà, un dimanche ou un samedi, un week-end par exemple. Bon bah matez-vous HPI, c'est sympatoche. Je sais pas trop où on peut la trouver en streaming, parce que moi c'était sur Molotov, je me suis enregistré la série quand c'était diffusé. Donc voilà, c'était HPI saison 3. Pour moi, c'est bueno quoi. Ça ne mérite pas tant de haine que j'ai vu de la part de beaucoup de youtubeurs. Donc voilà. Donc bon week-end à tous. À plus.